La saison 5 du podcast de Flash Formation est présentée par Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire chez Multiprêt Hypothèque. Francis Perrault-Varin, pompier comme vous, courtier hypothécaire pour vous. Hey, salut tout le monde, c'est Simon. Je veux prendre quelques minutes pour remercier un commanditaire du podcast de Flash Formation. Cette semaine, on remercie la gang de chez MediSecure. MediSecure, c'est la référence en équipement et fournitures médicales de premiers soins au Québec. Ils sont dans le domaine depuis plus de 20 ans. C'est une entreprise québécoise qui est détenue par les sœurs Gilbert. Et c'est un partenaire incontournable pour tous les intervenants de première ligne, que ce soit les pompiers, les paramédics, les premiers répondants ou même pour les soins infirmiers. Ils se distinguent par la qualité de leurs produits, par leur service à la clientèle et leur livraison se fait partout au Québec. Que ce soit pour une trousse de premiers répondants, du matériel médical spécialisé ou de l'équipement de transport ou immobilisation, MediSecure répond présent. Donc, visitez le medisecure.com et obtenez des prix exclusifs lors d'une ouverture de compte en spécifiant service PR. Salut la gang, je prends quelques minutes pour vous informer que dès 2026, les formations de Flash Formation vont se retrouver maintenant sur une nouvelle plateforme électronique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les services incendie, vous allez pouvoir suivre la formation de Flash Formation, mais directement chez vous. Pour les services temps partiel qui ont des temps limités de formation, ce que ça permet, c'est de bonifier votre nombre d'heures de formation sans avoir besoin de vous présenter en caserne. Une nouvelle plateforme qui est très facile d'utilisation avec un nom d'utilisateur, un mot de passe. Et dès 2026, vous allez retrouver la formation phénomène thermique, analyse de fumée et mouvement convectionnel sur cette nouvelle plateforme. Visitez le flashformation.com pour obtenir plus de détails et on remercie énormément la gang du Collège Notre-Dame-de-Foy, donc le CNDF, ainsi que le Centre Risque pour leur partenariat dans ce nouveau projet. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast de Flash Formation. Mon invité cette semaine, François Thivierge. Comment tu vas, François? Ça va super bien, toi, Simon? Bien, ça va extrêmement bien. Je suis vraiment content de repartir la saison du podcast aujourd'hui avec des nouveaux épisodes cette semaine et surtout avec toi parce que je veux qu'on revienne sur le back to basic que j'appelle. On va revenir à la base de l'incendie. Donc, aujourd'hui, notre épisode va vraiment porter sur démystifier un petit peu les mythes, mieux comprendre l'attaque coordonnée avec la ventilation, le triangle du feu. Parce que j'ai eu des discussions cet été, là, un petit peu partout, là, en me promenant avec des pompiers, puis j'ai vraiment l'impression que les gars sont mêlés. Je ne sais pas, toi, comment tu perçois ça là, dans ta caserne ou dans tes casernes. Là, comment ça se passe? Ça te fait pas un peu penser à quand on faisait la tournée de flash avec toutes les cours qu'on donnait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puis on revenait, puis on répondait à des questions, puis on avait l'impression que c'était 100% clair. Ouais. Mais comment est-ce qu'on avait intégré des connaissances? Puis des fois, on voulait aller tellement loin qu'on se rendait compte qu'on avait peut-être échappé l'essence même de la formation qu'on venait donner. Ben oui, parce que je veux c'est ça que je veux, dans le fond, qu'on revienne à la base du feu. Donc, attaque coordonnée avec la ventilation, avec le triangle du feu, ça veut dire quoi faire du gas cooling. Donc, un petit peu démystifier ça avec toi. Même déjà, si tu me demandes c'est quoi back to basic pour moi en 2025, là, c'est que présentement, là, toutes nos organisations, on fait face là, à une myriade complètement différente de risques. Il y en a toujours plus qui s'ajoutent. Des nouvelles technologies, un nouveau type de risque auquel on intervient. Puis là, présentement, là, toutes nos canevas de formation sont montés sur les énergies vertes, les toits verts, les panneaux photovoltaïques. Il y en a, mais on oublie parfois de revenir à la base de notre profession. Puis, dans l'occurrence, là, combien de fois, finalement, tu t'es retrouvé porte-lance sur la première équipe qui arrive sur un incendie? On a l'impression que c'est acquis, que c'est facile, que ça, là, c'est du hockey de base. On parle de back to basic. Alors que finalement, si on prenait un professionnel, là, il revient souvent à base. Mais combien de fois, nous, on a l'obligation par l'employeur, ou même nous, en caserne, avec l'officier, le lieutenant ou le capitaine, on se dit, aujourd'hui, on retourne à la base. C'est comme s'il y avait une espèce de désaveu
chez les pompiers. On dirait que c'est moins dans notre culture, des fois, de revenir et me dire on va aller se refaire 2-3 heures de base. Parce que ça doit atteindre un petit peu en quelque part notre ego, de dire ben non, ça, je le connais, tu sais, ça, il n'y a pas de problème, j'ai pas besoin de retourner vers là. Fait que des fois, ça doit être. C'est pas évident de dire bon, non, regarde, d'avoir l'humilité de revenir et de dire ah ouais, OK, je reviens à. C'est tout dans, je pense, comment on va l'amener. Parce que c'est pas de revenir en disant on n'est pas bon sur la base. C'est de continuer à se perfectionner pour qu'il n'y en ait plus d'erreurs. Puis en même temps, ça nous permet aussi de se questionner sur est-ce que ce qu'on faisait avant, qui était la base, c'est encore ce qu'on devrait continuer à effectuer? Parce que peut-être que justement, il y a des méthodes qui changent. Fait que c'est pas pour faire de quoi de farfelu, c'est pas pour rentrer des techniques là, complètement impossibles qu'on va faire 8 tours d'échelle sur notre épaule pour l'amener. C'est plus de revenir à est-ce que ce qu'on a acquis au fil du temps, là, la base, c'est encore celle qu'on devrait appliquer? Puis celle qu'on a pris, est-ce qu'on a fait au fil du temps des mauvais plis? Ben oui. Donc, je pense que c'est important de revenir à la base puis que ce ne soit pas juste le cadet qui vient de rentrer, qu'on va être en rond autour, on le regarde, on dit vas-y, le jeune, alors que lui, il vient de sortir de l'école. Ben oui. C'est vrai, c'est peut-être super facile pour lui, mais on n'ose pas se mouiller des fois. Connaissance, compétence, expérience. Ouais. Fait que si on revient avec l'attaque coordonnée avec la ventilation, 2025, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Pour moi, ce que ça veut dire, l'attaque coordonnée avec la ventilation, c'est de venir inscrire dans le temps. Puis là, je veux pas brûler des questions qu'on aurait peut-être plus tard, là, mais l'attaque coordonnée avec la ventilation, c'est de dire, quand j'applique de l'eau dans mon compartiment, il va y avoir une génération de vapeur, il va y avoir une expansion de mes gouttelettes d'eau qui peuvent créer un inconfort si je suis dans le même compartiment. Mais une fois que j'ai maîtrisé l'aspect chaleur, tu m'as dit, j'aimerais ça qu'on revienne au triangle du feu. J'ai l'impression que ça fait plein de fois qu'on en parle, mais si là, dans mon triangle du feu, j'enlève l'aspect chaleur, là, mais je n'entretiendrai plus la combustion. Est-ce que je suis en mesure de venir rajouter l'aspect comburant? Mais assurément, ce que ça veut dire, c'est qu'une fois que j'ai localisé l'incendie, que j'applique de l'eau dans le compartiment, mais je ne devrais pas retenir encore le contrôle de la ventilation. Là, j'ai besoin d'évacuer les gaz que j'ai refroidis pour être en mesure de compléter mon exploration, compléter plus efficacement ma recherche primaire, pour être en mesure de mon objectif numéro 1, de sauver des vies, puis après ça, d'aller mieux préserver des biens en complétant une exploration, en empêchant, en enrayant la propagation, puis ça aille ailleurs. Mais avant d'être dans le compartiment, avant même de faire l'application d'eau, est-ce qu'il y a des décisions à prendre de dire est-ce que je ventile ou est-ce que je ventile pas? Si c'est là qu'on va, là, j'arrive, puis tout ça part d'une analyse. Puis pour certains officiers d'expérience, des fois, ils n'ont pas le mot à mettre autour de cette espèce d'analyse-là, mais de regarder ma fumée. Elle me parle. La compartimentation. Mon incendie, il est dans combien de compartiments? C'est-tu un grand compartiment de 200 pieds par 100 pieds? C'est un entrepôt qui brûle à plein? Ou finalement, j'ai affaire à un garde-robe, une chambre à coucher? Ou finalement, c'est à air ouverte? C'est quoi l'énergie qui est dégagée par rapport à ça? Puis mon incendie, il est rendu où dans sa courbe? Ma fumée, elle me dit quoi? Quand j'arrive, j'analyse. Puis là, je vois finalement, j'ai-tu un incendie qui est limité par la ventilation ou qui est limité par le combustible? Bon, mais ça, tu vois, c'est un aspect qui, j'ai l'impression, n'est pas encore assez maîtrisé. On va partir avec un incendie qui est limité par le combustible. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui, ce qui lui manque, là, c'est d'accumuler de la fumée. On a reparlé déjà plein de fois. C'est quoi notre combustible dans un incendie? On dit, c'est pas la table, c'est pas le micro qui est là. Ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une décomposition de mes matériaux qui vont générer de la fumée. Donc, fumée s'accumule. Le combustible, c'est la fumée. Le combustible, c'est la fumée qui va avoir réchauffé mes surfaces. Puis une fois qu'elle a réchauffé mes surfaces, bien, elle commence à s'accumuler et à se stratifier. Puis là, c'est là qu'on commence à avoir peut-être des phénomènes qui pourraient survenir. Une fois que ma fumée, elle a réchauffé toutes mes surfaces, qu'elle s'est accumulée, bien là, moi, ce que j'ai à ce moment-là, c'est un incendie qui est en train d'accumuler son combustible. Mais si j'arrive puis j'en ai pas de stratification, puis la fumée, là, elle se dégage, puis là, elle est en train juste de monter, toucher les surfaces, refroidir une fois qu'elle a transmis son énergie, puis elle redescend, j'ai pas d'accumulation de gaz. Ce qu'elle a de besoin, là, c'est d'en accumuler. J'ai besoin d'accumuler du combustible pour avoir ces phénomènes-là. J'ai un incendie qui est limité par le combustible. Présentement, là, il n'y a pas assez de fumée accumulée dans mon compartiment pour être en mesure qu'un phénomène survienne. Puis tu vois, quand on dit limité par le combustible, il manque un élément aussi là-dedans. Je trouve qu'il manque l'élément chaleur. Dans la mesure où, je dis, ça peut être très violent dans ton petit garde-robe. Mais dans le restant de mon compartiment ou de ma maison, là, j'ai un feu sur ma cuisinière, je le regarde, là, wow, ça a l'air violent. C'est un feu 2 pieds sur 2 pieds. Il n'y a pas de chaleur tant que ça accumulée dans la fumée à ce moment-là. Fait que, tu sais, moi, l'exemple que je donne souvent, c'est de dire, imaginez-vous que vous arrivez sur un feu de cuisine et que vous avez un 2 pieds de fumée relativement froide, peu de chaleur dans la pièce. Pourquoi?
à ce moment-là, et c'est ça le mot-clé dans notre analyse, à ce moment-là... Si je ventilais, qu'est-ce qui arriverait? Exactement. Si j'ai un incendie limité par le combustible, ça serait quoi l'impact de ventiler puis de sortir cette fumée-là? Est-ce que rapidement, on va évacuer de la fumée, mais il va y avoir une progression fulgurante de l'incendie, puis là, ça va prendre beaucoup plus d'eau pour absorber l'énergie, ou finalement, je vais avoir évacué la fumée, je vois bien, puis je suis en mesure de circonscrire l'incendie. Et voilà. Et c'est ça le back to basic, c'est que ça ne veut pas dire de ne pas ventiler. Ça veut dire d'analyser. Exact. Vous arrivez, vous avez un plafond de fumée qui est faible, vous avez peu de chaleur dans la pièce, dans le compartiment. Si tu le ventiles à ce moment-là, en espérant pouvoir faire sortir la chaleur et la fumée, mais ça va fonctionner souvent dans la mesure où le feu ne manquait pas d'oxygène à ce moment-là. Mais le même feu que j'attendrais 3, 4, 5, peut-être 10 minutes selon les différentes composantes qui feraient l'évolution du temps de l'incendie. Tu peux revenir sur quelque chose, Simon, avant? Oui, vas-y donc. Tu sais, on dit un feu limité par le combustible, la ventilation, puis on fait souvent référence à est-ce qu'il y a des ouvertures extérieures? Puis on dit, j'ai un feu limité par la ventilation, mais les fenêtres ne sont pas brisées. Mais finalement, là, j'ai une aire ouverte dans ma maison, puis mon feu de cuisine, là, même si ma fenêtre n'est pas ouverte, il n'est peut-être pas encore limité par la ventilation. Probablement plus par le combustible, parce qu'il n'a pas réussi à accumuler de la fumée puis à générer de la chaleur suffisamment. Ce qui veut dire que même si je n'ai pas une fenêtre ouverte à l'extérieur, je peux avoir un incendie limité par le combustible. Parce que, donc, si je le traduis... Parce qu'il y a assez d'air dans l'ensemble de mes compartiments. Il reste de l'air, il reste du comburant encore pour entretenir la combustion. Puis c'est pas un incendie qui serait tombé en déclin par manque de comburant. Donc, tu sais, là, j'ai un gymnase, là, même si j'ai pas de porte ouverte dehors, là, il manque pas d'air. C'est peut-être plus facile à le comprendre comme ça. Donc, dans le fond, quand on fait la référence à limiter par, ça veut dire que le feu se limite par manque de fumée et par manque de chaleur. Quand on parle de limiter combustible. OK. Exact. Fait que là, juste pour que les gens puissent bien suivre, limiter combustible, c'est il manque de fumée, il manque de chaleur dans mon compartiment. À l'inverse, limité par le comburant. À ce moment-là, c'est qu'il va manquer d'air. Exact? Oui. Dans mon compartiment, ce qu'on parlait, c'est que j'ai une ouverture ou pas, présentement, pour entretenir cette combustion-là, ça me prend X nombre de pieds cubes d'air. Mais là, présentement, ma combustion, là, elle pourrait être décuplée si j'en donnais plus. Si, quand j'arrive, puis je fais mon analyse, puis là, je vois l'échange gazeux. Là, quand je rouvre ma porte, là, je le vois, là, l'entrée d'air, il en tire. Il y a besoin de cet oxygène-là. Là. Mais présentement, là, c'est facile à objectiver de dire je vois que c'est un incendie limité par la ventilation. Je vois quasiment l'effet de tir. Par contre, ça serait pas juste de regarder est-ce qu'il y a un effet de tir ou pas. Ça peut être plus difficile à objectiver, il fait noir, quoi que ce soit. Mais juste d'arriver et de dire présentement, ma fumée est comment? Elle est chargée, elle est chaude, elle s'est accumulée, puis mon plan neutre descend. Mais là, je vais le voir. Là. Lui, présentement, si je rouvre mon ouverture et que je la contrôle pas, je permets de rentrer plus d'air. J'ai un train au charbon qui roule, là, puis là, présentement, là, j'en rajoute. Je permets que ça brûle plus fort. Tu te souviens-tu, on a déjà parlé de l'exemple entre l'entrepôt de pneus et l'entrepôt de bois? Ben oui. Oui. C'est-à-dire, j'ai 2 entrepôts de même dimension. J'ai autant là, de pieds cubes de matériel qui brûle en dedans. Puis là, on dit, qu'est-ce qui va brûler le plus fort, Simon? Là, entre un entrepôt de bois ou un entrepôt de bois ou de pneus. Puis finalement, là, au début de l'incendie, il va se générer de la fumée plus rapidement. Elle va être plus noire dans mon entrepôt de pneus. C'est avec mes produits chimiques. Mais rapidement, de un moment donné, les deux vont brûler aussi fort que l'oxygène disponible. Non, attends une minute, c'est ça qui devient difficile pour les gens de comprendre. C'est que, oui, l'entrepôt de pneus va brûler beaucoup plus longtemps et va pouvoir dégager une plus grande quantité d'énergie à long terme. Mais il ne pourra pas dégager plus d'énergie que la quantité d'air, de puissance d'incendie que la quantité d'air qui va pouvoir rentrer à l'intérieur. Et c'est des exemples extrêmes, et des fois, j'ai l'impression que je me demande si ça vient pas mélanger les gens dans ces exemples-là, mais c'est quand même une réalité de dire notre puissance de l'incendie est directement liée à la quantité d'oxygène disponible. Exactement. Puis au début, il l'a pris où? Il l'a pris dans le compartiment. Il l'a pris à l'intérieur même du bâtiment impliqué. Puis là, un moment donné, il va finir par en manquer. Là. Mais attention, la puissance de l'incendie est aussi déterminée par, évidemment, la quantité de matériaux disponibles. Puis l'exemple de une chandelle versus 10 chandelles, la flamme va être la même température,
mais 10 chandelles va générer plus de puissance, c'est bien évident. Sauf que si je coupe l'air au niveau des chandelles, même si j'en ai 10, la puissance ne pourra pas se développer parce qu'il n'y a pas d'oxygène de disponible. Exactement. OK. Un autre facteur que je veux qu'on travaille, c'est mon feu, j'arrive là, puis mon feu, il est ventilé. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, la fenêtre était brisée. C'est pas parce qu'une fenêtre est brisée que mon feu, il est ventilé. Parle-nous un peu de la compréhension de ça. Puis on l'a légèrement abordé, peut-être trop rapidement. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a une fenêtre de brisée que mon incendie n'est pas limité par la ventilation. Parce que présentement, il y a besoin de plus de comburant qui est disponible par cette ouverture-là que ce qui pourrait se générer puis se décupler. Si j'en brise une autre, est-ce qu'il va encore brûler plus fort puis une autre encore plus fort? Oui. Puis on pourrait peut-être faire, tu me dis l'entrepôt de pneus, c'est peut-être trop vague, là, mais prends un feu de garage. Tu sais, ton feu de garage, j'arrive au début, là, puis je vois les fenêtres de ma porte de garage sont brisées. Puis là, j'ai une espèce de fumée noire mélangée avec une flamme rouge cerise, là, très foncée. Là. Puis là, je me dis, est-ce que cet incendie-là pourrait brûler plus fort, avec plus de puissance? Ben oui, parce que si finalement j'ouvre la porte de garage, bien là, à un moment donné, je vais me ramasser avec de la flamme quasiment blanche, jaune, vive. Puis là, pourtant, là, j'ai l'impression que c'est le même volume qui brûle, avec le même char dans le garage. Mais j'ai tellement plus d'énergie dégagée parce qu'au début, même si j'avais de la flamme qui sortait par mes fenêtres, je le voyais, là, le mélange de fumée noire chaude mélangée avec une flamme plus foncée. Mais ça, c'est le constat d'une mauvaise combustion. Il manque encore d'air, malgré le fait que j'ai des ouvertures. Parce que si j'y en rajoutais, je permettrais une meilleure combustion. Je permettrais d'avoir un incendie qui est plus vigoureux, qui développe plus de puissance. On oublie des fois d'analyser la flamme. Hein? Ouais. On oublie d'analyser la couleur de la flamme qui va avec, de dire, ben oui, j'ai de la flamme, mais elle n'a pas toute la même puissance. Plus je vais aller vers des couleurs blanchâtres, jaunes, vives, versus plus c'est foncé, il y a une différence entre les deux. C'est ça que tu expliques. Directement lié à la quantité de comburant disponible. Puis si tu demandes à n'importe quel pompier, puis tu lui montres 2 photos d'incendie, là, il va être en mesure de te dire lequel dégage le plus d'énergie. Ah, il dit, ben oui, je le vois que lui, il brûle plus fort. Par contre, là, c'est pas acquis encore, je crois, dans l'analyse qu'on fait quand on arrive sur les lieux d'un événement. Parce qu'on possède ces connaissances-là, mais ils ne sont pas intégrés dans nos méthodes d'intervention, dans nos tactiques, dans notre cardex d'officier, des fois. Fait que j'arrive sur les lieux de mon intervention. Première des choses, je fais l'analyse rapidement évidemment, de l'ensemble du bâtiment, d'où le 360. J'essaie de localiser mon incendie, j'essaie de voir les ouvertures qui sont créées, j'essaie d'analyser la fumée, et là, je prends la décision, est-ce que je fais une attaque extérieure, donc attaque transitoire, ou est-ce que je fais une attaque intérieure directement? Et ça va être combiné avec le je ventile avant de rentrer ou je vais ventiler une fois que je vais avoir appliqué mon eau à ce moment-là. Qu'est-ce qui arrive si, dans le doute, je décide de ne pas ventiler avant de rentrer? Mais je pense Est-ce que je peux me tromper? Y a-t-il 2 questions dans ce que tu me demandes? Vas-y donc. Est-ce que je fais une attaque transitoire ou non? Puis l'autre question, c'est est-ce que je fais une ventilation ou non? Puis présentement, l'attaque transitoire, ce qu'il faut se rappeler, là, c'est que c'est pas j'ai concédé mon bâtiment puis je suis en stratégie défensive. L'attaque transitoire, c'est une des armes dans mon arsenal que je peux utiliser parce que le but, c'est toujours de mettre de l'eau le plus rapidement possible et de la manière la plus efficiente possible dans le compartiment. Si pour ça, avec le personnel disponible à mon arrivée sur les lieux, il faut que je marche dans un banc de neige de 3 pieds pour me rendre au secteur 3 pour réussir à aller appliquer de l'eau, mais peut-être que finalement, je n'ai pas choisi la manière la plus efficiente possible pour mettre de l'eau rapidement dans le compartiment. Ça n'a pas de lien, l'attaque transitoire ou non, sur est-ce que j'ai concédé le bâtiment. Ça a un lien sur je veux juste être le plus efficace possible. Si là, il n'y a pas d'incidence à je rentre puis je fais une attaque conventionnelle, mais ça peut tout à fait faire partie de mon plan de bataille de dire ma première gang, elle va possiblement intégrer parce que ça va être plus rapide d'aller mettre de l'eau dans le compartiment de l'incendie. Par contre, si, pendant que mes équipes sont en train de procéder à une entrée forcée, parce qu'il faut que je monte au 2e étage, parce qu'il va y avoir une progression intérieure avec mon jet armé,
puis que je suis en mesure de mettre de l'eau plus rapidement dans le compartiment, je devrais choisir d'appliquer une attaque transitoire parce que c'est plus efficient, puis je mets de l'eau d'une manière plus rapide dans le compartiment de l'incendie. Ce qui a toutes les conséquences qu'on connaît, mais les incidences sur l'amélioration des conditions intérieures et les chances de survie des occupants. Ensuite, tu me demandais, est-ce que je devrais ventiler ou pas ventiler? Oui. Là, c'est back to basic. C'est difficile de revenir à dire, analyse tes flots pattes, comment est-ce qu'il va se propager, c'est quel type de structure que j'ai. J'ai un incendie dans une structure complètement en béton, puis j'ai un incendie avec un flow path unidirectionnel. Maudit, j'ai pas l'impression qu'on parle de back to basic, là, Simon. Mais si j'étais en mesure d'analyser, qu'est-ce qui va arriver si finalement je ventile ou je ventile pas? Si finalement je choisis de contrôler ma porte ou de pas contrôler ma porte? Quelle incidence ça aurait sur le flow path? Bien, je pourrais le prendre en considération. Mais là, est-ce que si je suis en mesure de ventiler et d'appliquer de l'eau directement parce que je l'ai localisé, il pourrait avoir une incidence positive parce qu'il n'y aura pas de délai entre la ventilation et l'application d'eau. Longtemps, là, on a toujours dit, avant de rentrer, là, envoie-moi une gang au secteur 3 puis pète-moi la fenêtre de la cuisine. Ah, attends une minute, on va faire un 8 par 8 au toit. Puis c'est pas que c'est nécessairement mauvais. C'est juste que la vraie coordination, là, le délai entre j'ai ventilé puis mon équipe intérieure a progressé pour appliquer de l'eau sur l'incendie, je pense qu'il y a plein d'éléments des fois qui sont manquants sur ça va être quoi le vrai temps de parcours de mon équipe à l'intérieur. Est-ce que j'ai vraiment bien schématisé à l'intérieur comment c'est séparé? Est-ce que finalement c'est vrai que mon équipe au toit que j'aurais voulu faire ventiler, là, ça va vraiment prendre 4 minutes pendant le temps que mon équipe se mette sous heure en avant? Mais non, des fois, à la fin de mon cylindre, il n'avait même pas encore fini. Exact. Est-ce que j'ai bien localisé mon incendie aussi? Puis, est-ce que c'est bien localisé? C'est la priorité numéro 1. Est-ce que mon incendie est bien localisé? Parce que j'ai ventilé, mais mon incendie est mal localisé, puis mon équipe progresse à l'intérieur, arrive au 2e étage, la visibilité est réduite, puis dit parfait, on va ventiler au 2e étage. Il y en a des événements de ça, pas aux États-Unis, là, au Québec. Ben oui. Très récemment, des équipes, un incendie qu'on pensait localiser, on ventile au 2e étage, puis finalement, j'ai un incendie sous-sol qui était mal localisé. Mais je vous le confirme, au Québec, on a eu des équipes qui sont sorties cul par-dessus tête parce qu'il y a eu une mauvaise ventilation. Fait que la coordination de l'attaque avec de la ventilation avec l'attaque, c'est vrai, c'est très efficace si toutes les conditions sont réunies. Je rentre dans une maison mobile, puis je le vois que le feu il est à gauche. Je pourrais ventiler, puis je rentre à gauche, c'est là. C'est facile. Il n'y a pas de temps de parcours. L'incendie est facilement localisé. Puis je le sais que dans un très court délai, je vais être en mesure d'appliquer de l'eau directement dans le compartiment impliqué. Si on revient avec technique de lance, Ouais. je me présente face au bâtiment. Est-ce que j'ai toujours avantage à rentrer par la porte d'entrée du bâtiment? Ça fait débat, ça, parce qu'on sait que les gens vont évacuer par la porte d'entrée du bâtiment. Par contre, ça ne veut pas dire que mon chemin intérieur pour atteindre mon foyer d'incendie va être par l'entrée principale. Je peux rentrer par le côté, je peux rentrer par l'arrière. Donc, il y a aussi cet équilibre-là de dire, oui, je vais vouloir rentrer, évidemment, des équipes qui vont faire des recherches à l'intérieur rapidement, mais de l'autre côté, je veux sélectionner le chemin le plus court à l'intérieur du bâtiment permettant d'aller mettre de l'eau le plus vite sur mon feu. Mais tu réponds déjà un peu à la question, Simon, en me la posant, mais effectivement, si dans la minute suivant mon arrivée sur les lieux avec mon équipe et mon véhicule pompe, je suis en mesure d'intégrer le compartiment de l'incendie, d'appliquer de l'eau directement dans le compartiment impliqué, bien, les conditions, finalement, dans mon multilogement, à l'entrée principale, qui est à 200 pieds de là, assurément, vont être améliorées. Donc, ce que je veux, contrairement à si j'avais entré par l'entrée principale, puis j'avais réussi à progresser, chemin faisant, avec toutes les dédales de corridors, puis de détours, puis de coins, bien, finalement, peut-être que je réussirais peut-être même pas à me rendre avec mon équipe. Puis là, je vais avoir besoin de renfort pour pousser de la longueur puis avancer ma réserve. Puis là, finalement, je retrouve mon équipe dans des conditions qui sont difficiles, que c'est moins évident de progresser. Tout ça en disant, oui, mais le monde évacue, mettons, par cette entrée-là. Alors que finalement, j'ai un incendie de cuisinière que je peux rentrer directement par le secteur 4 rapidement. J'ai réussi à contrôler mon incendie. Le plus rapidement je le ferai, le mieux c'est. Par contre, est-ce que ça veut dire que dans mes considérations tactiques, dans ma recherche que je voudrais faire, je n'irai pas valider ça? Assurément. C'est sûr que je vais le faire. Ah oui. C'est sûr qu'on va y aller. Par contre, à ce moment-là, je vais déjà être en contrôle de mon incendie. Et c'est surtout avec le staff limité, parce qu'il y a des plus grandes villes avec plus de staff. Les appels initiaux se font avec plusieurs multicasernes versus des fois des services incendies qui sont temps partiel. Le délai est plus long, puis on arrive avec un staff qui est très, très limité à ce moment-là. Ça aussi, ça va jouer en ligne de compte, de dire, mais comment je vais pouvoir utiliser
à bon escient le peu de personnel que j'ai sur les lieux de l'intervention. Tu en as juste 4 pour tes 10 premières minutes. T'es exactement. Où est-ce qu'il y a du feu? OK. Ça sonne étrange quand on dit ça. Qu'est-ce qu'on voudrait prioritairement, ça serait éteindre le feu. Quasiment comme si ça serait la base de notre métier. Mais évidemment, tout en considérant les possibilités de sauvetage. Ben oui. Juste parce que les gens ont écouté, je sens déjà les critiques qui vont dire « Ben oui, mais vous ne pensez pas aux victimes. » Non, attends une minute. Là. Si j'ai une possibilité de sauvetage, c'est évident qu'on va faire le sauvetage en priorité. Par contre, ça revient à l'exemple de la moissonneuse-batteuse. Tu te souviens de l'histoire de la moissonneuse-batteuse où j'ai des enfants qui sont dans un champ de blé d'Inde qui jouent et tout d'un coup, j'entends la moissonneuse-batteuse. Quelle est la façon la plus rapide d'aller m'assurer que les enfants soient en sécurité? Est-ce que c'est de faire chacune des rangées de blé d'Inde tout le monde s'en va, une après l'autre, ou directement d'aller à la moissonneuse-batteuse puis de dire « Arrête, ici ». Bien, il y a cet équilibre-là aussi de dire qu'est-ce qui va être le plus efficace à ce moment-là? Est-ce que je sais où est localisée ma victime, j'y vais directement sur elle, ou je sais pas où, mais je vais évidemment faire un parcours de recherche, mais rapidement, je vais vouloir mettre de l'eau sur le feu pour calmer le danger puis continuer ma recherche à travers ça. Donc, un empêche pas l'autre. C'est pas noir ou blanc à travers ça. Puis on dit, comment que nos bâtiments sont faits? Bien souvent, là, on va l'intégrer par la porte d'entrée. Là, on va dire, c'est quoi une recherche primaire? Une recherche primaire, c'est chemin faisant vers l'incendie, mais on va compléter la recherche une fois que j'arrive là, au compartiment de l'incendie, puis finalement, je localise que c'est dans la cuisine. Puis l'officier, puis son porte-lance, parfait, c'est là, met de l'eau à caméra thermique. L'officier, il montre où arroser, où appliquer son eau. Mais je peux me revirer vers les 2 autres gars, puis scanne-moi les pièces, puis va fouiller parce que ça demeure ma priorité de m'assurer que mon bâtiment est évacué. Est-ce que ça veut dire que dès que j'ai appliqué de l'eau, puis que finalement, j'ai reventilé parce que j'étais en contrôle de l'aspect chaleur, j'ai pu réintégrer l'aspect comburant, vider mon combustible, j'ai ventilé, ça veut dire que j'ai fait une première recherche avec une vision super réduite, je vais attendre ce qu'on appellerait une recherche secondaire, que ça sera une autre équipe, mais non, ma gang, elle peut... Alors, fais-moi une tournée, là, on voit bien, là, confirme-moi que la recherche, l'évacuation de mon secteur 1, premier étage, est complétée, parce que c'est ta priorité. On n'investirait pas des millions de dollars dans nos services incendies si c'était pas pour sauver des vies. Sinon, on achèterait juste toutes des pelles mécaniques, tu sais. Bon point. Ouais. T'es dans les budgets en ce moment? Hein? Ouais, on est pas mal là. Dis-moi aussi, progressant, chemin faisant vers l'incendie. Qu'est-ce qu'on peut faire? On l'a dit souvent. Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre lance pour s'assurer de notre sécurité au niveau des phénomènes thermiques? Ça fait débat, hein, Simon, toute cette question-là, parce que des fois, on a l'impression que... Là, on s'en va sur le gaz cooling. Le gaz cooling, c'est pas une technique d'extinction. C'est une technique de contrôle de mon environnement alors que je fais pas face au foyer de l'incendie. J'étais en train de progresser dans un corridor, je me suis arrêté, il y a une équipe qui voulait valider quelque chose, mais j'étais en mesure de contrôler mon environnement. Mais pause, juste pour être sûr qu'on a des gens qui savent pas c'est quoi, refais-nous une définition du gaz cooling. C'est qu'à ce moment-là, c'est qu'une plus petite gouttelette va absorber plus d'énergie avec la même quantité d'eau. Si j'envoie un 30 gallons ou j'envoie un 125 gallons, bien, il y a une incidence, il y a un levier, pas un levier, mais il y a une balance à dire cette plus petite fine gouttelette-là absorbe plus d'énergie, mais va générer moins de vapeur. Fait qu'à un moment donné, il y a un avantage à dire. Peut-être que je suis mal... Je l'expliquerai peut-être différemment, François, si tu permets. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Simon? C'est comment on fait du gaz cooling? Bien, juste à la base, là, comment je l'expliquerais, le gaz cooling, c'est lorsque je progresse et que je me dirige vers le foyer de l'incendie, je vais pouvoir faire une application d'eau dans la fumée au-dessus de ma tête et en avant de moi avec une fine gouttelette, de façon à ce que je vais venir mettre de la vapeur, mais dans en le but très d'inerter ton environnement, éviter un flash fire, éviter que finalement, là, j'ai une fixture du plafond, j'ai de la flamme qui sort, puis là, finalement, je viendrai embraser mon plafond de fumée qu'il y aurait là, parce que je contrôle l'environnement. Puis je vais me permettre une seconde. Vas-y. La semaine passée, by the way, je tiens à dire un beau bonjour aux gens des îles de la Madeleine. On a passé une belle semaine là-bas la semaine passée. Des gens super accueillants. J'ai vraiment trippé. Si jamais vous avez jamais été aux îles de la Madeleine, que vous soyez en France ou que vous soyez au Québec, ça vaut la peine d'aller là. Du monde hyper sympathique. Pourquoi je parle des îles? Parce que les îles ont un simulateur risque et on faisait du simulateur avec eux autres. Puis encore une fois, c'était tellement impressionnant, même si ça fait je ne sais plus combien de fois que je suis dedans. Ça faisait quelques années que je n'avais pas refait de brûlage dans le risque. Puis
j'observais notre fumée, puis encore une fois, je savais que ça allait allumer, puis je me disais, maudit que les gars réalisent pas que ça peut allumer aussi violemment que ça. Puis c'était toujours le fun de voir les gars. On entendait des tabarouettes dans les parties faciales, là, à voir à quel point une fumée qui était pas si dense que ça, qui était pas si chaude que ça, qui était relativement en peu de quantité. On avait un plafond de fumée peut-être de 1 ou 2 pieds seulement. Puis quand on est allé y mettre la flamme là-dedans, tout allume au complet. Donc, de créer ce flash fire-là, les pompiers réalisent pas. Puis je souhaiterais tellement ça qu'on soit capable d'avoir des simulateurs un peu plus partout au Québec, puis que les gars puissent vivre des flash fire, des backdrafts comme ça, de façon à dire, OK, là, je comprends que cette fumée-là, là, j'ai pas besoin qu'il y en ait tant que ça pour que ça allume quand elle est dans les bonnes conditions. Ouais. Je me fais l'avocat du diable, Simon, parce que je veux comparer les deux tactiques. Puis ce qui arrive, c'est que c'est difficile, puis on dit back to basic, puis t'as pas le temps de faire de formation, tu mets pas d'effort, tu l'as vu une fois sur Internet, du gas cooling, puis finalement, j'envoie une équipe avec des jeunes pompiers juniors, puis j'y rentre en dedans, puis j'essaie de dire, fais du gas cooling, il n'y en a pas fait, il n'y en a pas vu, puis c'est quasiment comme avoir un char manuel dans une côte, puis être sur le point de friction, tu sais. C'est dur. S'il commence à conduire, j'aimerais ça y montrer, puis j'aimerais ça qu'il soit bon. Par contre, je conçois que c'est difficile. Puis là, c'est de revenir à pourquoi je fais du gas cooling. C'est que je veux contrôler l'aspect génération de vapeur alors que je suis dans le même compartiment. Fait que là, c'est la quantité d'eau appliquée versus contrôler mon environnement pour l'inerter, pour limiter tous ces phénomènes-là, pour assurer un compartiment qui est sécuritaire. Puis qu'est-ce qu'ils font aux États-Unis? Ça va être les techniques de flow and go. Ouais. Le concept, eux autres, c'est qu'ils vont dire, j'utilise le jet plein parce que j'ai besoin d'un gros galonnage. Ouais. Avec... Ce qui est mouillé brûle pas. Exactement. Ouais. Et je vais venir faire du mouvement, puis je vais essayer de repousser les gaz vers l'avant de moi, puis je vais venir les contrôler à ce moment-là en refroidissant les surfaces. Que ce soit un ou l'autre, dans les deux, l'idée, c'est que ça va être... l'idée derrière, je pense qu'il faut considérer. Refroidir au-dessus de nos têtes. La seule différence, c'est que si tu contrôles mal ton entrée d'ouverture, à ce moment-là, ben il faut que tu considères aussi la quantité d'air qui va aller vers. Tu es dans le même compartiment, il doit avoir un aspect ventilation qui l'accompagne, sinon il va avoir un inconfort qui va être généré suivant ça. Exactement. Mais est-ce que de dire je ferais du gas cooling, ce que je veux, c'est quoi? C'est sécuriser mon compartiment dans lequel je progresse. Mais si on le faisait avec des courtes applications d'eau ou quoi que ce soit, il y aurait un effet positif aussi. Est-ce que moindre qu'avec une technique parfaite de gas cooling? Oui, parce que j'ai pas tiré profit de toutes les petites techniques que je pourrais mettre en place, mais l'idée derrière de sécuriser mon compartiment pourrait être appliquée. On est en mesure de pratiquer du gas cooling, de savoir quand sortir cette carte-là, puis bien l'utiliser. Assurément, ça peut être profitable. Par contre, tu sais, elle existe souvent, cette expression-là, là, en cas de doute, gaz au bout, là. Mais j'ai beaucoup aimé, je pense que c'est l'aspect critique, puis c'est de dire, je suis en mesure d'avoir l'arsenal le plus varié possible. Si je suis capable d'en faire, puis de bien le faire, ça va être tellement bon. Puis si, dans le doute, je pense que ce qu'il faudrait qu'il arrive, c'est faut revenir à la base, c'est de dire sécurise ton compartiment, applique de l'eau. Applique de l'eau dans ton compartiment pour refroidir des surfaces, pour refroidir ta fumée. Mais plus on va le faire avec un contrôle de ventilation qui a été fait ou pas, puis qui manque d'analyse de mon équipe sur place, de l'officier commandant jusqu'à mon officier d'unité, mais là, oui, effectivement, je pense que c'est de réussir à faire l'amalgame de tout ça pour que les tactiques qu'on emploie d'extinction soient arrivées aussi à nos tactiques de ventilation. Puis essayer de ne pas mélanger tout ça. Parce qu'en bout de ligne, ce qu'on veut, là, c'est sécuriser notre compartiment avec les meilleures tactiques qu'on peut utiliser, les meilleures techniques d'application d'eau. Dernier point que je veux qu'on aborde ensemble aujourd'hui dans l'épisode, le contrôle de porte. Puis je te raconte un feu que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. On répond pour une alarme incendie. Finalement, en ce direction, ça dit présence de fumée à l'intérieur. Il est 18h, l'heure du souper. Exactement. Un classique. Classique, là. Mais que finalement, c'était pas juste aliment surchauffé. Bâtiment de plusieurs logements par étage sur 4 étages. Et quand les gars arrivent au deuxième, l'équipe qui était avant moi rouvre la porte pour entrer dans le corridor, c'est pacté jusqu'à terre, il y a de la fumée jusqu'à terre au complet. Qu'est-ce qu'ils font tout de suite? Referment la porte. Good move. J'ai trouvé ça parfait. C'était instinctif. Des fois, on se dit, ben oui, c'est évident, mais c'était pas si évident que ça, des fois, il y a quelques années. En refermant la porte, qu'est-ce qu'on a fait? On a empêché la fumée de s'étendre sur les autres étages pour permettre l'évacuation du bâtiment.
Le problème qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, il faut rentrer dans ce bâtiment-là. Il va falloir rentrer dans le corridor. On a monté le jet, fait préparer le jet, on arrive, tout le monde est prêt, partie faciale, et là, on rentre. Mais qu'est-ce que tu penses que ça a fait? On a enfumé l'ensemble du bâtiment au complet. Là, tu veux me parler de smoke curtain ou tu veux me parler de contrôle de porte? Les deux. C'est ça l'affaire. Parce que je vais même aller plus loin que ça. Je me dis que le contrôle de porte est tellement quelque chose qui est mal appliqué, non seulement pour l'évacuation des victimes, parce que malheureusement, la réalité, c'est que c'est pas tout le monde qui avait évacué, parce que le système d'alarme qui sonne souvent, à peu près une fois par semaine, une fois par 2 semaines, on était dans ce bâtiment-là. Fait que le monde, encore une fois, une fausse alarme. Puis il y a des gens qui, après 15 minutes, commencent à se dire « Ah, ben il y a peut-être vraiment quelque chose. » Ça sent trop aussi. Ça sent, oui, exactement. Il y a bien des camions dehors. Fait que, et là, il évacue, mais il évacue dans la fumée. Ça, c'est la première affaire. L'autre affaire, au niveau de la décontamination. On s'est ramassé avec des pompiers à devoir décontaminer, mais qui n'ont jamais été proches du foyer de l'incendie, qui étaient au 3e, au 4e, qui n'avaient aucun dommage. Le feu était vraiment resté dans le contenu. Puis je me dis, Colin, que avoir fait un contrôle de porte plus efficace de ce côté-là, ou avoir eu un smoke curtain, puis d'avoir essayé de vraiment littéralement empêcher les fumées de sortir de ce corridor-là, on aurait, oui, décontaminé les gars, mais on les aurait moins contaminés à la base. Et c'est ça que je trouve qui manque dans le discours présentement au Québec. Tout le monde parle de décontamination, tout le monde est conscient de la décontamination puis des problèmes que ça engendre, et c'est vrai et il faut s'y attaquer. Mais personne parle de dire il faut changer nos tactiques de combat pour faire en sorte qu'on contamine moins les gars à la base. Puis des fois, j'ai l'impression que ça fait le parallèle de dire, dans une shop, là, l'employé qui va voir son boss puis qui dit « Hey boss, j'ai mal dans le dos quand je travaille. » Le boss, qu'est-ce qu'il fait? Il achète une ceinture dorsale. « Tiens, tu vas avoir moins mal dans le dos. » Mais non, le problème, c'est que je suis tout le temps penché à ramasser le stock. Pourquoi tu ne m'achètes pas une table? On va travailler en amont, de dire, OK, je vais arrêter de me pencher pour rien, j'ai pas besoin de me pencher. Si tu donnes une ceinture dorsale, ça se peut que ça l'aide, mais tu ne règles pas nécessairement le problème. Et là, quand on parle de décontamination, bien, je sens qu'on a ça comme problématique au Québec. On ne traite pas nos tactiques de combat pour permettre de moins contaminer nos gars. C'est sûr qu'ils vont être dans la fumée, mais est-ce qu'on est obligé de les exposer à autant de fumée? C'est ça que je me questionne. Fait que si je reviens à la base, contrôle de porte. Question, hein, contrôle de porte. On revient. J'ai une anecdote avec ça. Là, je parle d'un feu, il me dit « J'ai pogné un appel l'autre jour. On arrive au 2e, comme tu me parles. Je rouvre la porte. Il dit de l'étage. Il dit c'est pacté jusqu'à terre. Il dit là, je m'en viens. Il dit première porte. Il dit elle est barrée. Il dit je la défonce pour voir si l'incendie est l'autre bord. Puis là, la 2e puis la 3e. Mais si ma porte est barrée puis elle est fermée, là, est-ce que j'aurais un corridor enfumé comme ça? Peut-être là, que j'ai un incendie dans mon système de CVCA puis que finalement, là, c'est ma ventilation qui remplit mon étage puis tout, mais vous répondez, ça serait un feu de cuisinière, la blablabla, avec un numéro d'appartement. Puis là, pour voir mes numéros d'appartement, je défonce la porte pour voir. D'après moi, je mets un 2 en papier. Je suis pas mal sûr que quand tu défonces la porte de l'autre bord, là, le logement, il est super beau. Pas dans le fumée, tu sais. Donc là, tu reviens à ton contrôle de porte. La première affaire que tu aurais pu faire là, quand tu arrives à ce logement-là, progresse. Parfait, on s'installe. Je ferme la porte du logement impliqué. Ça aussi, j'aurais mis un 2 en papier qui est ouverte. Tu sais qu'un 2 en papier, tu commences à travailler ton âge. Hein? Ça fait longtemps que les 2 sont plus en papier. Tu vois, là, moi, je suis à la génération hybride qui a connu la carte, l'Internet, pas d'Internet, les CD, les disquettes. Là. On joue là-dedans. Mais là, tu dis, parfait, le temps qu'on se prépare, j'ai fermé la porte de l'étage. Mais j'aurais pu refaire la même affaire en progressant. Finalement, le jet s'installe, j'arrive à la porte du compartiment, je peux la refermer, t'es prêt, on rentre, rouvre la porte. Puis ça, on peut faire ça chemin faisant. Toujours en sécurisant de compartiment en compartiment, parce qu'on revient avec l'idée du rideau. Mm-hmm. Si j'avais un rideau à fumer, là, il y a un avantage certain à ça, c'est que ma porte, même si vous la contrôlez, Simon, là, de ton étage, il va rester toujours bien un tuyau qui rentre. Mm-hmm. Puis à un moment donné, mettons, j'ai une ventilation à pression positive dans ma cage d'escalier, mais s'il faut que je rentre un tuyau sur chacun de mes étages, je risque peut-être même de compromettre ma ventilation dans ma cage d'escalier parce que toutes mes portes vont demeurer ouvertes malgré le fait que j'ai essayé de les contrôler parce que j'ai des tuyaux qui rentrent. Si j'avais un rideau à fumer, là, j'arrive puis je fais face à la porte de l'étage. Parfait, je vais le mettre là. Les gars progressent. J'arrive à la porte du logement. Finalement, je commence à appliquer de l'eau, je localise l'incendie, je fais ma recherche, j'installe un nouveau rideau à fumer, puis je ventile mon corridor de mon étage, puis je sors la fumée. Mais à ce moment-là, j'en aurais plus de fumée dans mon corridor. Au même titre que si j'arrive, puis finalement, là, c'est un incendie à l'appartement
703, puis quand j'arrive là, je vois la fumée qui sort par le cadrage. Là. Je le sais, quand je vais ouvrir ma porte, là, au 703, je vais pacter mon corridor. Mais si je n'avais un rideau à fumer, là, je le mettrais dans la porte, on intégrerait, puis probablement que le 7e étage, là, parce que le 703, il n'y aurait rien. Tu sais qu'il y a encore bien des gars qui savent pas c'est quoi le rideau de fumée. Hein? Je vais juste prendre 30 secondes. Là. Rideau de fumée ou smoke curtain, c'est un rideau en tissu ininflammable qui va être monté sur une espèce de frame de métal cadré comme un étai télescopique, comme pour mon ventilateur à pression négative. Oui, comme un étai là, qui vient juste faire se positionner dans le cadrage, mais qui va venir vraiment prendre le coin du cadrage de porte. Puis ça vient en 2 grandeurs. Fait que tu peux l'avoir pour les portes commerciales plus grandes ou pour les portes résidentielles classiques, mettons un petit peu plus petites. Puis tu vas venir positionner ce rideau-là dans la porte avant d'ouvrir la porte, ou si la porte elle s'ouvre vers toi, bien là, tu n'auras pas le choix de l'ouvrir et de venir le placer à partir du cadrage. Mais ce que ça va faire comme avantage, c'est que tu vas empêcher la fumée de sortir du compartiment et tu vas réduire énormément la quantité d'air qui va pouvoir rentrer à l'intérieur. Ouais. Et encore une fois, ça, c'est quelque chose qu'on comprend mal dans les mouvements convectionnels. On se dit, oui, mais il y a de l'air qui va rentrer par le bas. Ben oui, mais s'il n'y a pas de fumée qui sort, c'est beaucoup plus limité la quantité de pieds cubes d'air qui va pouvoir rentrer à l'intérieur. Fait que le rideau de fumée, là, pour les services incendie, c'est quelque chose qui va devenir, je pense, un must incontournable. Absolument à avoir. Je salue nos amis de chez 1200 degrés. Justement, qu'hier, je parlais je sais qu'il y a des services qui sont en train de faire leur budget, exactement, et qui demandait justement où est-ce qu'ils pouvaient trouver ça. Ben 1200 degrés sur le site, là, vous tapez rideau, puis vous avez les rideaux qui sont disponibles là-bas. Moi, j'aime ça quand on a un équipement qui peut faire plus qu'une affaire. Tu sais, rentrer avec un bélier qui servirait à forcer une porte, mais qui va me servir à faire juste la porte d'entrée principale. J'aime pas bien ça. Moi, j'aime ça avoir quelque chose qui va me servir tout au long de mon intervention ou dans un paquet de situations différentes. Puis des fois, on a plein de nouvelles bébelle dans l'incendie, là, parce qu'on est toujours en train d'innover puis se pose des questions, puis c'est qui va avoir le meilleur gadget. Mais le rideau à fumer, là, on parle de contrôle de porte. Ça nous permet de limiter, dans le fond, la propagation de la fumée. Puis là, finalement, là, tu parlais de contamination des pompiers, mais mes citoyens qui évacuent sans protection respiratoire, sans protection, eux qui sont les principaux concernés par ça, c'est majeur. Fait que là, finalement, là, combien de fois j'ai vu des incendies où est-ce que j'ai vu des citoyens évacués, là, que finalement, tu vois juste des jambes marcher, puis que j'ai un tronc complètement invisible dans la fumée, là, tabarnouche. Fait que c'est majeur, ça. Absolument. Mais là, c'est bon pour, finalement, mon multilogement. Mais c'est bon aussi pour mon résidentiel quand je veux descendre dans le sol. Puis quand je rouvre la porte là, qui mène au sol, je me retrouve dans la cheminée. Mais là, tu te dis, finalement, si j'ai pas d'échange puis que je peux pas sortir de fumée, rentrer de l'air, mais si moi, finalement, là, mon feu de sol, je suis capable de mettre mon rideau à fumer, là, je me retrouverai pas dans un flow-path unidirectionnel. Ça me permet même de rentrer dans des conditions plus sécuritaires pour intégrer mon feu de sol. Puis une fois que je l'aurai localisé, là, je ventilerai. Il va falloir faire un épisode de Back to Basic 3 sur les flow-paths. Ouais. Hey François, je tiens à te remercier énormément pour ta présence au podcast. C'est toujours apprécié. À la maison, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou vos idées pour le podcast de Flash Formation. Moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de Flash Formation. Merci François. Merci Simon.